La chose est très très claire sur l'investissement par rapport notamment aux routes que vous venez d'évoquer. Sur la démographie, vous avez tout à fait raison de l'évoquer. Je pense que plusieurs d'entre vous avaient peut-être lu il y a à peu près un mois une très belle enquête dans Le Monde sur la démographie qui bouscule tout ce qui est, tous les prévisions actuelles, hein, puisque a priori on devrait être 10 milliards en 2050. Avec quasiment la moitié d'Africains. Je suis très africain, je reviens d'ailleurs d'Afrique ce matin pour être avec vous. Mais il serait possible qu'en 2100, on ne soit plus que 4 milliards sur Terre. Et donc, allez, mais ça veut dire qu'en effet, ces tendances sur 80 ans peuvent totalement changer. Bon, l'objectif, c'est déjà de savoir dans vos villes comment garder les enfants, comment créer des emplois, comment créer de l'attractivité. J'entends ce que vous dites, mais je vois bien, je vais redonner la parole à Antoine, mais on l'a lu par une interview de Christophe Bouillon dans Le Point cette semaine, où en effet, il y a quand même pas mal de... Alors, plutôt de couples, pas les jeunes qui sortent de l'école, mais des couples qui ont déjà des enfants et dont le prix du mètre carré dans les métropoles fait qu'on se dit, quand ils sont en bas âge, on a envie d'aller là. La vraie question, c'est comment vous les garderez demain. Après, vous avez raison de dire... Les choses changent énormément. Sur l'âge où on a le premier enfant. Moi, quand je me suis marié, c'était à 23 ans. Aujourd'hui, c'est à 30 ans. Donc, ça change même en termes d'organisation. Moins d'enfants, bien évidemment. De plus en plus de femmes qui n'en veulent pas. Donc, le monde bouge, très clairement. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, à une vitesse hallucinante. Et moi, je le vois même sur... Là, c'est le petit patron qui parle. J'ai 38 salariés. Les salariés d'aujourd'hui, c'est pas ceux d'il y a 15 ans. Et il y a 30 ans, on bossait tout le week-end pour gagner un budget. Je vais vous dire, dans le conseil, je ne peux pas faire bosser, éventuellement un directeur, Antoine Chamberdet, mais je ne peux pas faire bosser des gens pour gagner un budget le week-end. Le monde a changé, indéniablement. Je vous le dis, énormément. Antoine, tu souhaitais intervenir. C'était pour revenir effectivement sur les enjeux liés à la loi climat-résilience, au zéro artificialisation nette, parce qu'on a quand même le sentiment, effectivement, il y a 2 poids 2 mesures pour les villes qui sont développées, les villes denses, où effectivement on comprend bien qu'il faut préserver des territoires, mais on se retrouve avec le développement des villes moyennes, des villes d'avenir qu'on a évoquées tout à l'heure. Comment est-ce que pour ces territoires-là qui ont besoin d'attractivité, qui ont des entreprises qui viennent s'installer, qui ont des salariés qui viennent s'installer, donc pour construire des zones de logistique, des zones d'attractivité et en même temps des logements pour accueillir toutes les nouvelles populations. Comment est-ce que, avec zéro artificialisation nette en 2050, réduction par 2 d'ici 2030, c'est-à-dire que par exemple, je prends la ville de Vitré, la maire d'Isabelle Le Callennec avec qui je discutais il y a pas très longtemps, qui me disait que sur les 10 dernières années, ils avaient artificialisé 500 hectares. C'est-à-dire que sur les 10 prochaines années, ils n'auraient plus que 250 hectares à pouvoir artificialiser. Elle expliquait que c'était une des villes de France où c'était le chômage le plus faible de France. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités, un bassin d'emploi hyper dynamique, mais quand vous voyez que sur 250 hectares, sur 10 ans, vous n'arriverez jamais à installer toutes les entreprises qui veulent venir. Donc comment est-ce qu'on arrive avec 2 poids 2 mesures à pouvoir répondre aux besoins d'attractivité des territoires en ne les freinant pas, eu égard aux enjeux liés à l'artificialisation, même si tout le monde est d'accord sur le constat. Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça? Il y a eu les recours qui ont été contestés par l'AMF. On va voir un petit peu comment les choses évoluent. Xavier Bertrand évoquait tout à l'heure une discussion avec Christophe Béchu, mais c'est vrai que ça fait partie des enjeux et comment est-ce qu'on peut essayer de continuer à contribuer à l'émergence de ces villes d'avenir tout en ne les freinant pas sur ce sujet-là. Mais il y a 2 gros sujets, Bertrand l'a dit tout à l'heure, les ZAN et les ZFE. Vous n'êtes pas concerné par les ZFE. L'Île-de-France, oui. Mais il y a des villes où ça va être très très compliqué début 2024. 60% des véhicules ne pouvant entrer en ville. Alors, ce que je redis, parce que le gouvernement ne fait absolument pas son job en termes de communication, puisque je regarde le sujet de très près avec le club des voitures écologiques, que personne n'a regardé, c'est interdiction de circuler dans la journée, pas après 20 heures. Ça ne règle pas le problème, mais tout n'est pas vu, ni les week-ends. Donc là, ces jours-ci, il y a eu un rapport de 2 parlementaires, Bruno Millième et un autre, on voit bien que parallèlement, il y a le problème du réchauffement climatique et on ne peut pas dire on va décaler. Donc la proposition qui est faite, on verra si le gouvernement l'accepte, c'est que pour ceux qui ont besoin de temps en temps de prendre la voiture, il y a des sortes d'autorisations, une vingtaine d'autorisations de bouger dans l'année. Ils sont en train d'essayer d'étudier parce qu'en fait, tout le monde ne sera pas empêché d'y aller. Par contre, là où il faut accompagner, c'est sur les commerces, les livraisons, les PME,
l'agriculteur qui habite pas loin d'ici et qui vient livrer le fromager à Châteaudun et qui a besoin de rentrer tous les jours, soit on l'accompagne pour changer sa voiture, soit il ne viendra plus et il n'y aura pas d'alimentation qui viendra dans les villes. Sur ce sujet, effectivement, on a lancé au niveau de la métropole du Grand Paris une étude auprès des artisans et des commerçants, parce qu'ils sont très nombreux, et puis c'est une typologie de population, en tout cas en Île-de-France, qui a été peut-être moins vertueuse, mais moins vertueuse pour des raisons économiques, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas fait évoluer la motorisation de leur véhicule. Et donc on a fait cette étude sur presque 5000 acteurs, et on est allé jusqu'au bout en leur disant, si vous avez une subvention pour pouvoir changer votre véhicule, si vous avez un véhicule électrique, jusqu'où irez-vous? C'est-à-dire, est-ce que vous prendrez votre électricité chez vous ou est-ce que vous le prendrez sur le domaine public? Parce que si on sait qu'une grande partie de ces acteurs prennent l'électricité sur le domaine public, il faut que le pouvoir local, le pouvoir métropolitain, puisse agir pour pouvoir préciser les choses. Et on s'est aperçu que 60% des artisans et des commerçants ont répondu que s'ils avaient un véhicule électrique, ils prendraient l'électricité sur le domaine public. Ce qui veut dire que les élus locaux, quels qu'ils soient, les élus des communes, doivent prévoir cela en se disant il faut peut-être avoir un plan de développement des bornes électriques pour ce type de véhicule. Donc c'est un exemple, je rebondis sur ce que Marc Tessier-Derfeuille venait de dire, mais voilà, et je pense qu'il faut peut-être essayer de circulariser peut-être ces exemples. Encore une fois, rien ne peut être comparé en fonction de communes très différentes, mais à un moment ça arrivera. Donc autant s'y préparer et avoir l'expérience des autres. Astrid, le point de vue d'une journaliste. Merci. Oui, je partage la plupart des choses qui ont été dites. Je crois qu'il y a un grand paradoxe, en fait, c'est qu'il y a des urbains, notamment à Paris, qui, en fait, sont très malheureux de vivre à Paris parce que le loyer est très, très cher, qui n'ont pas d'espace extérieur, qui cherchent désespérément un demi-bout de balcon. Et en fait, ils sont très contraints de vivre dans la région d'Île-de-France et qu'en fait, ces villes-là moyennes, elles, auraient besoin de toute cette jeunesse qui arriverait avec ses familles, avec ces activités diverses. Parce que moi, je crois qu'il ne faut pas diviser les secteurs tertiaires, primaires et secondaires. Je crois que s'il faut dynamiser ces villes-là, c'est avec les trois secteurs. Et je pense aussi à tous ces gens de ma génération qui font des heures et des heures de transport en RER puis en métro pour aller dans des entreprises en banlieue. On voit bien d'ailleurs le quartier de la Défense qui est aussi en train de se dépeupler. Donc en fait, avec le télétravail, le Covid aussi nous a montré que c'était possible. Et je pense qu'il y a toute une... à mon avis, ça viendra aussi de l'État. Hein. Il faut, à mon avis, des processus incitatifs pour ces entreprises-là, même si elles ne devraient pas en avoir besoin. Mais je crois que la demande, en tout cas, des gens, l'envie de venir dans ces villes-là est là. Et c'est déjà un moteur d'espoir. Je voulais revenir sur les ZAN et l'artificialisation. Anecdote, j'ai une zone... qui a été dédié par le PLU à l'installation d'une zone commerciale. Le PLU a été signé par un préfet qui a fait la une quand même, qui était assez difficile, notamment sur l'urbanisme, le préfet l'allemand, qui m'a signé mon PLU en reconnaissant que sur ces terrains, on pouvait avoir une zone commerciale. Le SCOT l'a confirmé. Et j'ai donc des porteurs de projets qui évitent aux Médocains de faire presque 2 heures de voiture pour aller sur Bordeaux. On n'est qu'à 60 km, mais on a la rocade à traverser, donc c'est vraiment compliqué. Eh bien, l'État me dit, ah ben non, la loi climat-résilience, l'artificialisation, on ne peut pas. Donc on est vraiment dans des incohérences compliquées. Mon collègue disait tout à l'heure, on n'avait pas évoqué le mot démographie. Je ne sais pas si je vais dire un gros mot, mais on n'a pas évoqué aussi le mot de budget de nos communes. Parce que quand je regarde mes collègues, et je veux surtout pas qu'on leur enlève, mais quand je le regarde, j'ai par exemple mon collègue maire de Soulac, ville balnéaire, 2500 habitants à l'année, moi 6000, une DGF de plus de 3 millions d'euros au-dessus de moi et un budget de 30 millions d'euros, moi 10 millions d'euros. Donc il vient un moment, et je suis ville de centralité, donc du coup les routes, les services... Votre Jean-Michel, c'est ça? Jean-Michel parlait de l'électricité, donc on vient à l'ESPAR pour se servir au service public et service au public. On me demande des bornes électriques, forcément. Donc quelque part,
là aussi, j'espère, on verra avec l'association enfin, ou le club, comme on veut, voir si on ne peut pas aussi intervenir à ce niveau-là en disant que les villes de services comme nous, notamment les villes sous préfecture, comment envisager des budgets et une DGF un peu plus élevée. Je me souviens d'un maire un jour qui me dit c'est catastrophique chez moi parce que j'ai le mètre carré de logement le plus bas de France. Il dit mais profites-en, fais venir les cadres chez toi. Le jour où il sera très élevé, il y a peut-être des gens qui pourront plus venir. Donc on est sur des courbes sur lesquelles il faut surfer. Vous avez aujourd'hui dans vos villes la capacité de dire, mais un couple aujourd'hui, je crois, allez, on peut le citer, c'était le maire de Montluçon de mes amis, il était à 850 € le mètre carré. Vous vous rendez compte 100 mètres carrés pour 85 000 €. À Paris, j'ai une chambre de bonne pour ça. Mais on déplace des familles avec ça. Mais il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi. Là, je vous interpelle là tous collectivement sur vos villes en disant mais quittez la ville, venez chez nous. On peut vivre bien heureux. Après, à vous de voir s'il y a l'école, s'il y a ce qu'il faut. Mais je l'ai lu quand même dans cette interview de Christophe Bouillon. Il y en a beaucoup qui font le pas quand même de décider de quitter Paris ou Nantes ou ailleurs pour aller dans des villes de 6 000, 8 000 habitants. Alors c'est vrai que c'est plus facile quand on a des enfants en bas âge, parce que là souvent il y a tout. Il y a l'école, le collège n'est pas très loin, et on est sur des périodes beaucoup, beaucoup plus faciles. Mais n'ayez pas peur de cela. Au contraire, profitez de ces maisons vides en cœur de ville, de ces disponibilités, des aides de l'État qui met beaucoup d'argent aujourd'hui sur la réhabilitation sur cœur de ville, pour communiquer à côté de cela. Voilà, mais je crois que c'est passionnant. Mais moi, je suis sûr que vous avez plein de choses à dire, vous du terrain, donc l'importance pour Fabien, pour relayer tout ça. C'est peut-être, en effet, parce que j'ai noté tout là, positive en plus. Vous êtes peut-être les oubliés, mais vous êtes en fait formidables. Donc si on fait que dire que vous oubliez les mal-aimés, ça va être compliqué de se faire aider. Donc voilà, il faut essayer de trouver le juste ton, je pense.